Et puis Besnik Mostafac, que j'ai eu la très grande chance de rencontrer il y a un peu plus d'un an, je crois, c'est ça, à peu près, Besnik. Besnik est un immense auteur albanais, qui est une très grande figure de la littérature albanaise contemporaine. Romancier, poète, essayiste, dramaturge, mais aussi ancien diplomate et homme d'État, Besnik a construit un parcours rare où l'écriture et l'engagement politique se répondent constamment. Né en Albanie sous le régime d'Enver Hoxha, dans un pays alors marqué par un isolement extrême, il publie ses premiers textes, très jeune, et choisit rapidement la littérature comme espace de liberté et de réflexion. À partir de la fin des années 80, il joue un rôle important dans la démocratisation de l'Albanie. Membre fondateur du premier parti d'opposition, il participe aux premières élections libres du pays avant d'être nommé ambassadeur d'Albanie à Paris. Ces années françaises nourrissent profondément son œuvre et sa réflexion sur la démocratie, l'Europe, le rôle des intellectuels et les liens entre culture et pouvoir. Son œuvre littéraire, traduite notamment chez Actes Sud et Albin Michel, explore les blessures laissées par le totalitarisme albanais tout en leur donnant une portée universelle. À travers ses romans, essais et pièces de théâtre, il cherche à comprendre les mécanismes de l'oppression, de la mémoire et de la liberté sans jamais céder au folklore ni au pathos. Ancien ministre des Affaires étrangères, Besnik Mostafac a choisi depuis plusieurs années de se consacrer pleinement à l'écriture et à la réflexion culturelle. Il est également engagé dans le dialogue entre les cultures et les religions, notamment à travers des initiatives en faveur de la tolérance et de l'alliance des civilisations. Les livres de Besnik Mostafac sont traduits dans le monde. Il a reçu divers prix littéraires pour certains de ses ouvrages. Un de ses derniers romans, Au nom de la mère et du fils, sera publié chez Sama en 2027. Merci Pierre, merci Rachel. J'ai démissionné de la vie politique, j'étais ministre des Affaires étrangères quand j'avais 49 ans. Donc, j'ai démissionné sans avoir perdu les élections, sans avoir fait un scandale, rien, mais j'ai dit, et j'ai répondu aux journalistes que je suis fatigué. Et j'ai constaté un paradoxe, c'est que je suis devenu beaucoup plus célèbre en Albanie avec ma démission qu'avec mes fonctions. Parce que les gens aiment le sadomasochisme. Ce n'est pas facile de partir d'une fonction. Ça, ce n'était jamais arrivé en Albanie d'ailleurs, qu'un ministre sans avoir des affaires étrangères en plus, sans avoir perdu les élections, sans avoir fait un scandale, sans avoir un problème de principe avec le Premier ministre, il démissionne. Donc, et je suis devenu beaucoup plus célèbre et tous les gens, dans les journalistes, tous les jours me posaient la question, qu'est-ce que je voulais dire par « je suis fatigué ». Parce que j'ai dit seulement une phrase, je suis fatigué. Et il y a eu plus de 100 articles où des journalistes, des analystes faisaient leur hypothèse, qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça. Et c'était un mois avant la visite de George W. Bush, le jeune, le président américain, la première visite d'un président américain en Albanie. Et il y avait beaucoup d'hypothèses comme quoi les Américains avaient dit au Premier ministre albanais que nous ne voulons pas de Besnik aux affaires étrangères parce qu'il est philo-français. Donc nous, des hypothèses, des imaginations extraordinaires. Mais moi j'ai dit je suis fatigué et j'ai été sincère. Parce qu'il est arrivé un moment où le ministre des Affaires étrangères, c'est très agréable. Tu n'as pas affaire avec la sécurité sociale, avec le prix du pétrole, avec rien. Tu déjeunes et dînes avec des ministres, des présidents, des premiers ministres. Tu voyages en avion, first class, aux Nations Unies. On vient t'arranger ça, on ne te laisse pas te fatiguer pour, etc. Mais
j'ai démissionné parce qu'il est arrivé un moment où je n'arrivais même pas à lire, non seulement à écrire, mais à lire. Tout simplement des romans, des essais, des choses qui me plaisaient, parce que je devais lire minimum 100 pages par jour des mémos des diplomates, décider sur ce que les diplomates me proposaient. Et en 20 mois, j'ai été 103 fois à Bruxelles, faire aller-retour dans la journée, sortir de chez moi à 2 heures du matin, prendre l'avion, parce qu'il n'y avait pas d'avion de gouvernement, le gouvernement albanais, donc prendre l'avion à 4 heures, arriver à 9 heures à Bruxelles, entrer directement en une réunion ou de l'OTAN ou de l'Union européenne ou du Parlement européen jusqu'à 5 heures de l'après-midi, reprendre l'avion et arriver à minuit chez moi. Donc, je n'arrivais plus à lire. Et j'ai publié un recueil de poèmes il y a 5 ou 6 ans, et j'ai une dizaine de poèmes qui ont un titre en commun, poèmes écrits à 10 000 mètres de hauteur, parce que c'est écrit dans l'avion, donc sur des bouts de papier. Dans ce sens que je devais faire un choix. Qu'est-ce qui importait plus pour moi? Le pouvoir que la politique me donnait et qui était plein de privilèges aussi, très fatigant, avec une très haute responsabilité, mais quand même très agréable aussi comme pouvoir, ou le pouvoir de la littérature, où je n'avais rien de cela. J'avais la solitude, parce que écrire un roman, c'est quand même des heures et des heures pendant des mois et des années dans la solitude. Et boire de l'eau, parce que il faut être assez sobre quand tu écris un roman. Et dans ce sens, j'ai fait un choix qui n'était pas le choix le plus en faveur pour moi, mais c'était en faveur avec ce que je voulais faire dans la vie. Et ça me rappelle une histoire de quand j'étais tout jeune. J'ai fini mes études en 82. Et chez nous, à l'époque, c'était le régime stalinien, on ne choisissait pas l'endroit où tu devais vivre et travailler, on te nommait. Donc le parti a besoin que tu sois là et on te nommait là. Moi, comme j'étais un très bon étudiant, j'étais le seul étudiant de l'Albanie qui avait déjà publié un livre, et on m'a nommé professeur à l'université. Je devais enseigner la littérature étrangère. Moi, je viens du nord de l'Albanie, des montagnes. Je suis fils de montagnard. Et je rentre pour le nouvel an, fin 82. On attendait le 83. Mon grand-père était encore, et il me prend à côté et il me dit « Qu'est-ce que tu fais à Tirana ?» Je dis « Comment ça, qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Comment tu gagnes la vie, le pain ?» Et pour lui, c'était question de principe. Donc, comment le petit-fils, j'étais l'aîné, j'ai 2 frères aussi, et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le mentir. Je lui dis, j'écris. Il me dit, oui, j'ai vu le recueil de poèmes que tu as publié, un petit livre. Mais ce n'est pas avec ces poèmes comme ça que tu gagnes la vie. Comment tu fais pour gagner le pain? Je dis, mais avec ça, papy. Il me dit, non, non. J'ai dit, oui. Et là, j'ai vu, il a eu une tristesse énorme. Et il me dit, mais non, ce n'est pas dans la tradition de notre famille de gagner la vie comme ça. Il faut faire un travail plus honorable, il m'a dit, dans la vie. Et donc, moi, j'ai choisi de consacrer toute ma vie à ce travail non honorable dans les yeux de la tradition familiale et dans les yeux de la tradition des montagnards du nord de l'Albanie. Et je pense que j'ai bien fait. Je pense que je sais, parce que quand même, moi, je vis avec l'idée que je dois servir mon pays. Donc ça, je ne peux pas me libérer de cela, c'est déjà trop tard. Et avec la littérature, je pense servir aussi mon pays. Parce que depuis 92, 11-12,
que je voyage et que mes livres commencent à être publiés dans le monde, je constate une dégradation d'une grande qualité qu'il y avait en Occident. Il y a de moins en moins de curiosité. Et ça, c'est triste. Donc, il y a les danses, bien sûr, les soufis, c'est exotique dans la perception. Mais s'il n'y avait pas s'il n'y a pas un sens ou un avertissement d'exotisme, un Albanais, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, pour le communisme, le drame. Et pourquoi? Mais je pense que la douleur, que ça soit chez un Albanais, chez un Américain, chez un Français ou un Japonais, la douleur, c'est pareil, la douleur humaine, je veux dire. Et dans cette dégradation de la curiosité, ne fait pas du bien à la réalité culturelle chez vous, à Londres, à Milan, à Tokyo, mais ça ne fait pas du bien à nous aussi, parce qu'on n'a plus de curiosité, on a de moins en moins de curiosité pour le passé commun que nous avons. En 1986, j'étais journaliste, je suis sorti pour la première fois de chez moi. Et je suis venu à Paris comme interprète, traducteur, avec un groupe artistique qui devait chanter à l'UNESCO. Et danser et chanter. Et je rentre, et puis je monte au nord, chez moi, et ma grand-mère qui vivait encore là, elle me prend à côté, elle me dit, c'était comment Paris? Je lui dis, belle ville. Elle me dit, mais grande, petite, comment? Je lui dis, grande. Elle me dit, grande comment? Je lui dis, mais avec les alentours, 4 fois toute l'Albanie. Elle me dit, non. Je dis, oui. Elle me dit, comment on faisait pour les nourrir, tant de gens? Donc, c'est la seule question qui est venue à cette dame, c'est comment on faisait pour les nourrir. Pourquoi? Parce que chez nous, il y avait la pénurie. Pénurie, on dit? La pénurie, on ne trouvait rien pour manger. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi une maîtresse de maison comme elle, qui avait connu l'abondance, et pourquoi maintenant elle n'avait plus quoi donner aux gens de la famille, et aux invités, et aux gens qui passaient. Elle n'arrivait pas à imaginer que c'était différent l'Albanie de Paris. S'il y avait la pénurie, ça devait être universel dans son imaginaire. S'il y avait l'abondance, ça devait être universel, ça devait être pour toute la planète. Donc dans ce sens, je pense que nous avons beaucoup à faire pour nous connaître mieux dans le sens, pour enrichir la vie l'un de l'autre, pour enrichir l'imaginaire l'un de l'autre. Chez nous, il y a les soufis, bien sûr, les 60% des Albanais sont des musulmans, sunnis, mais il y a aussi les Bektachis. Et les Bektachis, l'Albanie, le Tirana, c'est la capitale mondiale des Bektachis. Et les Bektachis, c'est des derviches, mais une secte particulière, beaucoup plus intéressante, je pense. Un courant spirituel. Oui, mais je ne savais pas comment dire en français. Mais un courant spirituel, bien sûr. Qui honore le vin. Oui. Et là, pour eux, c'est les épicuriens de l'islam. Ils boivent, ils font la prière hommes et femmes ensemble, les mains comme ça sur le dos l'un de l'autre, ils tournent en rond, ils sont gays, ils sont optimistes et tout. Et j'étais très ami avec le chef des Bektachis, quelqu'un qui, sous la dictature, avait souffert beaucoup parce que c'était interdit la religion chez nous. Et je lui dis, Baba Reshat, il savait, je lui dis, mais est-ce que vous êtes avec le Coran? Il me dit, oui mon fils, bien sûr. Je dis, mais vous buvez? Il me dit, oui mon fils. On est beaucoup plus sincère avec Dieu quand on boit quelque chose que quand on n'a rien. Et il me dit ça avec une sérieuseté que je devais le croire qu'il pensait à cela. Donc, et eux, c'est l'islam, je veux dire, c'est beaucoup plus vaste que ce que la propagande, les médias offrent.
Donc c'est des échantillons que l'opinion publique à Paris ou à Londres ou à New York surtout, etc., voit des échantillons qui ne correspondent pas à la richesse que nous connaissons vivant dans des réalités comme cela. Donc je pense que de toute ma littérature, tous mes romans viennent des épisodes vrais de l'histoire de l'Albanie. Donc c'est le roman qui est en lecture chez Sama, c'est l'histoire donc de ma mère, je dis, et où il y a une chose vraie, c'est que Khrouchtchev est venu en Albanie, donc le leader de l'Union soviétique, Khrouchtchev est venu en 1959 en Albanie. Et comme c'était l'ambiance générale, donc dans toutes les grandes et petites villes, il y a eu des meetings pour lui souhaiter le bienvenu. Et ma mère, je venais de naître, ma mère a eu on lui a mis pour la première fois de sa vie le pied dans un bureau de l'État à cette occasion. On l'appelle le comité du parti du district et le premier secrétaire lui dit « Madame, camarade, nous avons une mission très secrète, très importante pour vous, etc. » Et puis elle commence à avoir peur, à trembler. Elle dit « Tu vas nous faire une paire de chaussures traditionnelles. » Elle dit, mais il se moque de moi. Moi, j'en fais tous les jours pour mon mari, pour mes frères, je faisais hier, etc. Pourquoi ça, c'est secret? Et elle n'attend que sortir. Puis quand elle sort, elle arrive chez elle. Et puis elle se souvient qu'elle n'avait pas posé la question quelle pointure, quelle mesure. Elle revient, on la reçoit tout de suite. Et elle dit, mais quelle pointure doivent être? On lui dit ça n'a pas d'importance. Et là, ça devient encore terrible pour elle. Qu'est-ce que c'est cet homme? Et ce pied où on pouvait entrer n'importe quelle pointure de chaussure. Donc, et ça, j'avais écrit ça comme une longue nouvelle. Mon père l'a lu et a dit à ma mère que je me moquais d'elle. Et elle m'a fait jurer que je ne publierai pas. Elle n'a pas lu, mais je lui ai dit que non, je lui ai raconté. Elle m'a fait jurer que ça ne serait pas publié avant le temps qu'elle serait en vie. Et j'ai tenu. Donc, mais c'est une histoire. Donc, et là, moi, j'ajoute à la fin, j'étais déjà ministre, je fais un chapitre, une sorte d'épilogue, où j'étais ministre. Elle me dit, tu vas aller aux Nations Unies. Parce qu'on lui avait dit que Khrouchtchev, qu'il y a une histoire célèbre où Khrouchtchev tape avec sa chaussure sur le podium où il était en train de parler. Et on avait dit à ma mère que tu es collaboratrice de Khrouchtchev parce que c'est avec cette chaussure que Khrouchtchev, donc tu l'as aidé. Entre-temps, l'Albanie avait rompu avec l'Union soviétique, était devenue 2 pays ennemis, etc. Et elle me demande à son fils ministre, elle lui demande, comme tu vas aller là, comme tu es ministre, on te donnera les archives, regarde si c'est vraiment donc, comment était la chaussure. Elle avait, donc, cette histoire l'avait accompagnée toute sa vie. Donc, elle avait travaillé dans sa tête. Et moi, je voulais raconter aussi la peur chez ceux qui faisaient partie du régime. Donc, parce que elle me demande ça. Donc. Et c'est comme ça. Donc, l'histoire nous offre des possibilités, des sujets, des personnages. Même si nous sommes un petit pays et nous sommes un peuple de cousins, comme dit un poète albanais, 3 millions de cousins, tout le monde se connaît. Donc, mais même 3 millions de cousins peuvent avoir des choses qui ne se sont pas dites entre eux, donc, et que les écrivains doivent raconter. Besnik, vous avez été dans l'opposition, vous avez eu des missions, enfin vous avez été très actif dans l'opposition, puis vous avez été donc ministre et vous avez choisi de retourner en littérature. En quoi la littérature pour vous a une portée plus importante que l'action politique? Ou peut-être pas, mais voilà, quel est pour vous le rapport entre l'acte politique que vous avez mené, donc vous avez été l'acteur,
et l'acte d'écriture. Quelle est pour vous la différence entre le silence de l'écriture peuplée de personnages et d'histoires et l'immense superactivité de l'action politique? Difficile à dire parce que c'est très subjectif. Donc pour moi, je pense que c'est la littérature étant une activité que très peu de gens peuvent faire, vu par rapport aux intérêts du pays. Quelqu'un qui sait écrire des livres bien doit faire ça, parce que je me souviens, le premier interview, nous avons gagné les élections en 92. Et c'était l'euphorie. Nous, l'opposition, je veux dire, parce qu'en 91, l'ancien parti communiste avait gagné. Et nous avons eu des élections anticipées un an après, et en 92, nous avons gagné. J'étais au siège du parti, dans le hall du parti, dans le jardin, dans la cour, et c'était l'euphorie générale, nationale. Et il y a un journaliste de Euronews qui vient vers moi et qui dit: Monsieur, vous avez gagné maintenant, vous êtes un groupe de gens sans aucune expérience dans les affaires de l'État, comment vous ferez? Le pays souffre, le pays est au bout du gouffre. Comment vous allez faire? Je dis: mais monsieur, nous avons, regardez autour de vous, il y a 5000 personnes, nous avons 5000 présidents, premiers ministres, tout, nous avons besoin de travailleurs. Parce que des ministres, on trouve plein de volontaires qui seraient prêts à faire ça. Je rigolais un peu, mais je disais une chose vraie qu'on n'osait pas dire. Alors là, je finis, le président du parti qui allait devenir président du pays était en train de regarder, il me regardait, j'étais sous sa fenêtre, il m'envoie quelqu'un, il me dit: c'est la pire façon de fêter la victoire. Je dis: mais pourquoi? Je dis: tout le monde est rival à toi pour devenir président. Il faut trouver des gens pour travailler le pays. Donc, je pense qu'on peut trouver encore plus facilement maintenant des gens qui peuvent faire la politique, mais on ne peut pas trouver facilement des écrivains. Et souvent on risque, on a perdu des périodes sous les dictatures, de ne pas avoir le chroniqueur, si l'on peut dire, qu'on avait toutes les batailles, les sultans, les rois, tous allaient dans leur bataille accompagnés. Ils avaient dans la cour non seulement les généraux et les cuisiniers, mais ils avaient aussi un chroniqueur, quelqu'un qui devait raconter, un ou plusieurs, qui racontait ce qui se passait. Et Bonaparte tenait lui-même, il faisait lui-même ça, il tenait des notes des journaux. Stendhal a fait ça pendant les batailles, les campagnes. Donc il faut raconter parce que c'est comme les photographes, mais avec les mots. Donc où il y a les autres qui vont faire, seulement les autres, les étrangers, où il faut avoir aussi des gens qui doivent faire pour avoir au moins deux vues. Donc moi j'ai un ami photographe ici à Paris qui s'est trouvé par hasard à Tirana en mars 91, au moment des premières élections quand l'opposition a perdu, que tout le monde a pris les bateaux et il voulait partir vers l'Italie. Et lui, c'était le seul photographe sur place et il a gagné beaucoup d'argent parce qu'il faisait les photos, il allait à l'aéroport, il donnait les films, c'était encore avec les films, les avions arrivaient à Vienne, etc. Son agence envoyait des coursiers pour prendre ça, et il a gagné énormément d'argent. Mais il n'y avait aucun photographe albanais connu et avec les contacts nécessaires pour faire cela. Donc ce n'était pas Reza, bien sûr, qui pouvait gagner comme ça
de l'argent, mais il y avait d'autres qui prennent le métier de façon beaucoup plus pratique, beaucoup moins artistique, mais profitable pour gagner.